Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Radio, 106.1 MHz en FM. Des bateaux de pêche attaqués par l'armée américaine, un président accusé d'être à la tête d'un gang, un prix Nobel de la paix qui soutient un coup d'État, tous les ingrédients d'un grand film hollywoodien sont réunis. Pourtant, c'est bien de ce qu'il se passe dans les Caraïbes en ce moment dont je veux vous parler. Les États-Unis vont-ils renverser le président du Venezuela? On décrypte tout ça ensemble. De la banda presidencial. Y todos los obstáculos los superamos. He doesn't want to fuck around with the United States. Le 2 septembre 2025, les États-Unis bombardent un petit bateau dans les Caraïbes, sans sommation, faisant 11 morts. Ils accusent les personnes présentes sur le bateau, des civils vénézuéliens, d'être des narcotrafiquants. Cette attaque est très controversée à l'international, qualifiée d'assassinat extrajudiciaire, notamment par des experts mandatés par l'ONU. En effet, en droit international comme en droit américain, le narcotrafic ne suffit pas comme justification à assassiner des personnes qui devraient plutôt être arrêtées puis jugées dans le cadre de procès. Mais selon la Maison-Blanche, les personnes présentes sur le bateau n'étaient pas seulement des narcotrafiquants, mais des terroristes. En fait, Donald Trump a officiellement nommé plusieurs gangs comme des organisations terroristes. Tren de Aragua. TDA. Cartel de los Soles. The Cartel de los Soles. Cartel of the Suns. Ces assassinats seraient donc parfaitement justifiés, toujours selon la Maison-Blanche, dans le cadre d'une lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme. Dans le cadre de cette lutte, Donald Trump veut montrer qu'il déploie tous les moyens possibles. 9 autres bombardements similaires ont depuis été revendiqués par les États-Unis dans la mer des Caraïbes, où 10 000 soldats américains, 10 navires de guerre, 10 avions de combat F-35 et un sous-marin nucléaire sont désormais stationnés. Le président américain affirme avoir identifié l'homme à la tête du cartel de los Soles. Selon lui, il s'agit de nul autre que Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Nicolás Maduro est élu président en 2013. Arrivé au pouvoir par les urnes, il s'y maintient progressivement par la force. Il réprime les manifestations, les opposants, et est aujourd'hui à la tête d'un système qualifié d'autoritaire. Des élections ont lieu en 2024. Maduro se déclare gagnant à l'issue d'un scrutin opaque et largement contesté à l'international. Pour rester en place, il s'assure que l'armée et les hauts fonctionnaires bénéficient du système autant que lui. On lui reproche notamment d'avoir recours à la corruption et aux trafics illégaux, y compris de drogue. Néanmoins, l'argument selon lequel les États-Unis sont en pleine lutte contre le narcotrafic tient-il vraiment? D'abord, l'existence même du gang que Nicolás Maduro est accusé de diriger est fortement contestée. Autre argument de poids, 74% du trafic de cocaïne qui arrive aux États-Unis passe par le Pacifique et non pas par les Caraïbes, et il est en provenance majoritairement de Colombie et d'Équateur. D'autre part, le narcotrafic est un commerce très agile, avec des ressources financières significatives. Selon le think tank Inside Crime, les trafiquants de cocaïne susceptibles de transiter via le Venezuela sont déjà en train de s'adapter à ces nouvelles pressions, en passant notamment par d'autres pays voisins, comme la Guyane, le Suriname ou le nord du Brésil. Il semblerait donc que si c'était vraiment le narcotrafic que visaient les États-Unis, ils auraient des manières beaucoup plus efficaces de le faire. En réalité, vous allez le voir, cela fait des mois que dans l'ombre, certains des plus proches alliés de Donald Trump préparent la chute de Maduro.
La volonté américaine d'influer fortement sur la politique vénézuélienne remonte à loin. Déjà en 2002, les États-Unis étaient accusés d'avoir soutenu un coup d'État contre le prédécesseur de Maduro, Hugo Chavez. Plusieurs documents déclassifiés montrent que le Pentagone a apporté son aide à certains des organismes ayant joué un rôle actif dans le coup. Les États-Unis ont ensuite été les premiers à reconnaître officiellement le putschiste comme nouveau président. Après seulement 47 heures, Hugo Chavez était parvenu à récupérer le pouvoir. Depuis, les tensions n'ont pas disparu, mais aucune tentative, en tout cas publique, d'immiscion dans la politique vénézuélienne n'avait refait surface. Mais à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2017, les hostilités ont repris. Lors de son premier mandat, le président a imposé des sanctions économiques sévères au Venezuela, interdisant presque complètement son accès aux marchés financiers et visant notamment le secteur pétrolier, dont la rente est nécessaire à Maduro pour se maintenir en place. Les conséquences sur la population ont été très importantes. Hyperinflation, sous-alimentation, embargo sur des produits essentiels. En 2019, 94% des Vénézuéliens vivent dans la pauvreté et 25% ont besoin d'une forme d'aide humanitaire. Dans un pays où la situation économique était déjà très compliquée, la Maison-Blanche espérait que Maduro chuterait. Mais cette tentative de destitution forcée a échoué. Alors, lors de son second mandat, Donald Trump et ses équipes ont redoublé d'efforts. D'abord, le président américain a admis avoir autorisé des actions clandestines de la CIA directement sur le sol vénézuélien. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? For two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? ¿Hasta cuándo golpes de Estado es la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Listen to me. Not war, jet speech, the people United States. De parte de the People Bolivarian Republic. Le 29 septembre 2025, le New York Times révèle également que plusieurs des plus proches conseillers de Donald Trump sont en train de préparer une escalade militaire destinée à faire chuter Nicolás Maduro. Le ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, est à la tête de l'opération. Dans ce cadre, il a récemment rencontré l'opposition vénézuélienne pour mettre en place le post-Maduro. Et une membre de l'opposition l'intéresse particulièrement. María Corina Machado est une taulière de la politique du pays. Pendant l'élection de 2025, c'était l'une des leaders du mouvement d'opposition à Maduro. Elle n'a pas eu l'autorisation de se présenter aux élections, mais c'est l'un de ses alliés, Edmundo Urrutia González, qui se présente et dont la victoire est reconnue aux élections par un certain nombre de pays, dont les États-Unis. C'est à ce titre que María Corina Machado a reçu en 2025 le prix Nobel de la paix. Mais son opposition au régime en place ne date pas d'hier. Elle était déjà opposée à Hugo Chavez, donc le prédécesseur de Nicolás Maduro. En 2002, c'est même un groupe militant qu'elle a créé qui conduit au coup d'État. Elle est aussi présente au palais présidentiel lors de l'institution du putschiste. Et visiblement, Marco Rubio semble à nouveau vouloir soutenir Machado pour la chute d'un régime. Car un proche conseiller de Machado a affirmé récemment que lors d'un entretien, lui et Marco Rubio auraient élaboré un plan pour les 100 premières heures et les 100 premiers jours après une potentielle chute de Maduro. Finalement, María Corina Machado est la personne qu'il faut à Donald Trump et ses équipes. Elle est une opposante de longue date à Maduro. Elle est aussi une fervente défenseur de Trump, notamment de ses politiques interventionnistes au Venezuela. Elle lui a même dédié son prix Nobel. Es para transmitirle a él cuando Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado. Plus globalement, elle soutient activement l'extrême droite à travers le monde. Elle a publiquement soutenu Jair Bolsonaro au Brésil, Javier Milei en Argentine, Vox en Espagne, mais aussi le groupe Patriote à l'Union européenne, auquel appartiennent Jordan Bardella et Viktor Orban. Elle pourrait donc être le visage dont les États-Unis auraient besoin pour porter leur projet de renversement du pouvoir en place. D'abord, il y a des raisons économiques. Le Venezuela est le pays au monde qui possède les plus grandes réserves de pétrole. Mais il est loin d'être celui qui en extrait le plus. En instaurant au Venezuela un système politique plus favorable aux États-Unis, Donald Trump espère pouvoir bénéficier des importantes ressources en hydrocarbures et notamment de pouvoir en faire bénéficier l'un de ses principaux donateurs de campagne, le géant pétrolier Chevron. Pour autant, l'explication du pétrole n'est pas suffisante.
Le 6 octobre, Donald Trump a décidé de mettre fin à des négociations qui étaient en cours avec Maduro depuis plusieurs mois. L'accord qu'avaient produit les échanges était pourtant très favorable aux États-Unis. Il aurait permis aux compagnies américaines un accès direct au secteur du pétrole et du gaz et au Venezuela de s'engager à rediriger ses exports de pétrole actuels vers la Russie, la Chine et l'Iran au profit des États-Unis. Il y a donc d'autres raisons, et celles-ci sont probablement politiques. Au-delà de celles déjà mentionnées, Donald Trump espère conserver le soutien de nombreux Américains d'origine vénézuélienne qui ont voté pour lui aux dernières élections et qui comptent sur Trump pour mettre fin au régime de Maduro et avec son lot de répression et de conséquences négatives pour la population. Selon de nombreux experts, il est très peu probable qu'une invasion armée au Venezuela ait lieu bientôt. Déjà parce que les États-Unis n'en ont pas les moyens. La superficie et la population du Venezuela seraient aujourd'hui trop importantes pour qu'une offensive militaire d'une telle envergure soit possible. Cependant, il est possible que la situation d'escalade se poursuive. D'abord parce qu'à court terme, la situation semble plutôt favorable pour Donald Trump et pour Nicolás Maduro. Trump a l'air fort et craint à l'international, tandis que Maduro en profite pour nourrir un discours nationaliste de défense contre les États-Unis, unissant le pays derrière lui et tentant de faire oublier sa légitimité contestée. La question est désormais, jusqu'où seront prêts à aller les États-Unis ? Il est probable qu'ils continuent à faire pression sur Maduro par tous les moyens, jusqu'à ce qu'il chute. Certains avancent même que ces moyens pourraient aller jusqu'à l'opération d'assassinat ciblé. Quel que soit le moyen employé, si Maduro chutait, il faudrait encore que Washington parvienne à instaurer un régime stable et avec ses critères pour en sortir bénéficiaire. Et comme dans toute situation de crise ou de guerre civile, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Alter Radio. Il n'y a plus de blocage sur les terres rares. Ça va disparaître de notre vocabulaire. C'est un accord d'1 an et nous l'étendrons ensuite. Les droits de douane étaient de 57%. Ils passent à 47%. Nous les avons réduits par rapport au fentanyl. Car je crois qu'ils prennent vraiment des mesures à ce sujet. On le voit déjà. Voilà, pour ces déclarations faites à la radio, pour l'instant, on aura les images un peu plus tard. On va y revenir ce matin donc avec Anne Corpet et Lou Kissiela. Je commence par vous, Anne. Donald Trump a mis une note de 12 sur 10 à cette rencontre avec Xi Jinping. Est-ce qu'il a vraiment gagné le match, le président des États-Unis ? De toute façon, par principe, Donald Trump se présente toujours comme vainqueur des négociations. Nous nous sommes mis d'accord sur presque tout, est-il pavoisé ? En réalité, tout est dans ce... Presque, puisqu'aucun document n'a, semble-t-il, été signé. Ce sera peut-être fait lors de la visite que le président américain a annoncé qu'il ferait en Chine en avril prochain. Bon, sur les annonces qu'il a faites, il y a la question du retour des terres rares, c'est important pour les industries américaines, surtout celle de la vente de volume considérable, a-t-il dit, de produits agricoles et notamment de soja aux Chinois. Ça, c'est un message pour son électorat, notamment les fermiers du Midwest qui ont souffert de l'arrêt des importations chinoises. Juste avant la rencontre, Donald Trump avait écrit sur son réseau social qu'il allait participer au G2, manière de souligner que c'était un face-à-face entre les dirigeants des deux plus grandes puissances. Et quand il est tout seul, c'est un G1 ? Voilà, quand il est tout seul, c'est un G1, des deux plus grandes puissances mondiales, et il ne pouvait que se vanter d'en sortir gagnant. Mais juste avant la rencontre, il a aussi écrit que les États-Unis allaient reprendre les essais nucléaires, et ça a dû jeter un froid sur la rencontre, parce que les dirigeants n'aiment pas accueillir comme ça des surprises de cette nature, juste avant une rencontre de haut niveau. Et dans son message, Donald Trump écrivait qu'il faisait ça évidemment pour contrer la Russie, mais aussi, écrivait-il, la Chine qui, dit-il, rattrapera dans le champ du nucléaire Moscou et Washington dans les 5 ans. Il faut se souvenir que la Chine a été désignée par les États-Unis en 2020 sous le premier mandat de Donald Trump comme posant un défi systémique aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle défie Washington sur les plans économiques, technologiques, commercial bien sûr, militaire aussi, et les capacités chinoises remettent en cause en fait la domination américaine, ce qui est un peu difficile à avaler pour Donald Trump. Annoncer la reprise des essais nucléaires, c'était une manière de montrer que les États-Unis, au moins dans ce domaine, restaient les maîtres du jeu, mais
mais quelle que soit la réalité des accords qui ont été conclus lors de ce face-à-face, eh bien, ils ne mettront pas un terme à cette lutte acharnée pour la place de première puissance mondiale. Et cette lutte se joue dans bien des domaines, Damien. Il y a eu un consensus sur des solutions. Ça pourrait être du Donald Trump et pourtant c'est du Xi Jinping. On va en parler avec Lou Kissiela. Bonjour Lou, vous avez été notre correspondante à Shanghai. Ça y est, on commence à en savoir un peu plus sur la position chinoise parce que Xi Jinping est en train de parler. C'est lui qui le dit. Alors, un peu plus, mais c'était pas la peine de s'attendre à des éléments de langage aussi dithyrambiques. C'est pas le style. C'était pas du tout. Xi Jinping a souligné l'importance de la communication plutôt que de la confrontation. Il dit que le commerce, l'économie devraient être au cœur des échanges. Il parle d'étendre la coopération entre les deux pays. Il ajoute aussi que la Chine ne cherche ni à défier ni à remplacer aucun pays et se concentre sur mener à bien ses propres affaires. Ce sont des éléments de langage plutôt habituels de la part du Parti communiste chinois où on prétend toujours écarter le côté politique et idéologique pour se concentrer sur les affaires et le commerce. Mais dans la manière dont c'est formulé, on sent pointer un ton un petit peu accusateur vis-à-vis des États-Unis de Donald Trump, sans le dire explicitement. Quand il dit que la Chine ne cherche ni à défier ni à remplacer, ou qu'il dit qu'il faut éviter la confrontation, eh bien, il pointe un peu du doigt le comportement américain avec un côté « c'est vous qui avez commencé », tandis que la Chine, elle, met en avant des interactions positives. Sur la forme, on ne peut pas dire que Xi Jinping soit très expressif. On l'a vu pendant la poignée de main. Il est resté impassible, pas un mot de trop face à un Donald Trump, lui, qui parlait beaucoup, qui mettait des tapes dans le dos, qui disait on va avoir une très bonne réunion, mais c'est un rude négociateur. Et franchement, j'ai trouvé que les manières triviales de businessman de Trump vraiment contrastaient avec la froideur de Xi et que Donald Trump avait même l'air un peu nerveux, voire déstabilisé par l'attitude de son homologue chinois. La question de Taïwan n'a pas été abordée selon Donald Trump. Anne, c'est pourtant un point de tension majeur entre Washington et Pékin. Oui, et il faut noter que quelques jours avant cette rencontre, eh bien, la Chine avait fait une démonstration de force avec l'envoi de bombardiers et d'avions de chasse autour de Taïwan. Ça indiquait clairement que les négociations commerciales n'impliquaient aucune concession de la part de Pékin sur cette question de Taïwan qui est essentiel, prioritaire pour la Chine. Donald Trump a apparemment bien reçu le message puisque, selon lui, le sujet n'a pas été mis sur la table. En fait, le président américain est persuadé que la puissance militaire américaine suffira à elle seule pour dissuader Xi Jinping de recourir à la force pour s'emparer de Taïwan, même si les États-Unis et leurs alliés sont en train de perdre leur nette supériorité militaire, notamment dans le détroit de Taïwan. D'ailleurs, Donald Trump a passé la semaine dernière à demander à ses alliés de la région à renforcer leur défense, à augmenter leurs dépenses militaires pour contrer la Chine. La politique américaine vis-à-vis de Taïwan s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que les États-Unis ne reconnaissent pas l'indépendance de Taïwan, mais lui fournissent, et c'est inscrit dans la loi, les moyens de se défendre. Et pendant la campagne en 2024, Donald Trump avait quand même souligné que Taïwan était proche de la Chine et très loin des États-Unis. Contrairement à Joe Biden, il garde le flou sur la question de savoir si les États-Unis interviendraient militairement en cas d'attaque de la Chine sur Taïwan. Taipei a donc de bonnes raisons de s'inquiéter, surtout que on a vu que les États-Unis n'étaient pas les meilleurs alliés du monde depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Lou, rien de vraiment nouveau sur Taïwan finalement. Non, rien de nouveau, et c'est un peu étonnant quand même parce que Taïwan, c'est un emblème de l'idéologie de Xi Jinping, ce qu'il appelle la réunification. C'est vraiment un élément fondamental de ses objectifs, même si je rappelle que le Parti communiste n'a jamais contrôlé l'île, donc parlons plutôt d'annexion. Il y a un aspect idéologique qui est important dans le contrôle de Taïwan, mais surtout stratégique, qui contrôle Taïwan, contrôle l'accès au Pacifique et aussi un des plus grands détroits commerciaux du monde. Ouais. On a parlé donc des bombardiers qui ont effectué des manœuvres autour de Taïwan. Ce n'est pas anodin, même si ça reste un exercice de routine. Et le soutien américain à Taïwan, ça reste un problème pour Xi. Aujourd'hui, les États-Unis disent ne pas soutenir l'indépendance de l'île, mais la Chine préférait largement qu'elle s'y oppose plus clairement. On n'y est pas encore. S'ils n'en ont pas parlé aujourd'hui, peut-être que les deux dirigeants le feront lors de la visite de Donald Trump en avril prochain. Alter Radio. Un grand succès, c'est ainsi que Donald Trump a présenté le sommet
qu'il venait d'avoir avec le président chinois Xi Jinping en marge d'un sommet asiatique en Corée du Sud. De son côté, la partie chinoise n'a pas commenté. D'ailleurs, Xi Jinping a refusé une conférence de presse commune pour éviter que Trump ne triomphe un peu trop. On voit bien déjà la différence d'attitude entre le triomphalisme de Trump et la modestie et le côté un peu profil bas que font les Chinois. Mais on peut penser qu'une fois encore, les apparences sont pour Trump et la réalité est en faveur de la Chine. Parce qu'en fait, Trump, qui s'est lancé dans une guerre commerciale contre Pékin, qu'il avait dit être sûr de gagner, a dû faire machine arrière sur la plupart de ses revendications. Tout d'abord, on va noter que lui qui n'aime pas les longs déplacements, lui pour lequel on avait accepté au sommet de l'OTAN de réduire d'une journée la durée du sommet pour lui épargner un déplacement trop long, a accepté de rester 24 heures de plus en Asie afin d'avoir ce sommet avec Xi Jinping. Et lui qui avait dit qu'il irait voir Xi Jinping en Chine dans les 100 premiers jours de son mandat, n'ira seulement que l'an prochain à Pékin. Et on voit que ce sont les Chinois qui sont les maîtres des horloges. Et la partie chinoise entend bien montrer au reste du monde que ce n'est pas Trump qui dicte l'attitude. Et donc en fait, Trump est revenu sur ses menaces de taxation lourde pour les produits chinois. Il ne sanctionne pas la Chine qui achète du pétrole russe alors qu'il veut sanctionner l'Inde qui le fait. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont agité deux leviers extrêmement importants qui ont contraint Trump à faire marche arrière. Le premier, c'est plutôt la carotte, c'est l'achat de soja. Les fermiers américains dépendent beaucoup des achats chinois, qui est structurellement importateur de produits agricoles. Et pour peser un peu sur Trump, les Chinois avaient restreint leurs achats de soja et de produits agricoles américains, ce qui mettait en difficulté les fermiers américains qui sont une base de l'électorat de Donald Trump pour plutôt acheter dans les grands producteurs que sont l'Argentine et le Brésil. Donc les Chinois vont accepter de réaugmenter leur achat de soja et d'autres produits dont ils ont de toute façon besoin. On se rappelle qu'avant l'éruption du Covid début 2020, il y avait déjà un accord qui a été trouvé pour que la Chine augmente très largement ses achats de produits agricoles aux États-Unis. Ça, c'est le côté carotte. Côté bâton, c'était le fait que les Chinois avaient déclaré l'extraterritorialité sur les terres rares, c'est-à-dire que si les producteurs américains achetaient des terres rares à la Chine, ils devaient demander l'autorisation à Pékin de pouvoir réexporter ce qu'ils avaient fabriqué avec ces terres rares. Les Américains ont été pris à leur propre jeu, eux qui adorent manier l'extraterritorialité, ont dû la subir à leur tour, ça leur a fait tout drôle, et donc en fait fini les menaces de mener à 100% les tarifs des produits chinois, et donc voilà, ce n'est pas la paix, c'est une trêve, puisqu'il y aura un rendez-vous d'ici un an, mais en tous les cas, Pékin n'a cédé en rien, mais Pékin ne triomphe pas, il n'y a pas de communiqué triomphaliste de la part de la Chine qui préfère obtenir les avantages plutôt que de claironner qu'ils ont eu les avantages. Ce que l'on voit surtout, c'est la différence entre la Chine et les autres pays, parce que pour le reste, la tournée de Trump s'est bien passée. Le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud, qu'il a visité auparavant, ont accepté non seulement d'être taxés de façon inégale par les États-Unis, et en même temps d'investir lourdement aux États-Unis, au détriment certainement de leur propre intérêt économique. Et la Chine devrait réfléchir, en fait, si ces pays ont fait ce choix, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait confiance en elle. Même s'il n'y a pas pour les pays asiatiques une menace militaire chinoise aussi importante que la menace militaire russe pour les pays européens, il y a quand même cette crainte de la Chine. Et donc la Chine devrait aussi réfléchir à le fait que si elle apparaît trop sûre d'elle, elle peut susciter une envie des États-Unis au Japon, en Corée du Sud et dans d'autres pays. Taïwan n'a pas été cité dans ce sommet. Un plénum du Parti communiste chinois vient d'avoir lieu, où il a surtout été question d'une unification pacifique de la Chine et non pas en ne mettant pas en avant le caractère éventuellement nécessaire d'utiliser la force pour parvenir à une unification. Mais il est vrai que Trump change par rapport à Biden. Biden se faisait l'apôtre des États-Unis, défenseur des démocraties partout dans le monde. Ce n'est bien sûr pas un sujet pour Trump. Trump n'a pas grand-chose à faire de l'intégrité territoriale, lui qui veut annexer le Canada et le Groenland. Et d'ailleurs, il reconnaît, comme la plupart des pays dans le monde, qu'il n'y a qu'une seule Chine. Mais surtout, donc, ça ne sera pas l'alliance des démocraties pour défendre la Chine contre Taïwan. Et les Taïwanais peuvent avoir effectivement le sentiment qu'ils ne comptent plus pour beaucoup aux États-Unis. Mais en même temps, il y va de la crédibilité américaine dans la région, de ne pas laisser
Taïwan être absorbé militairement par la Chine, parce que sinon, les Japonais, les Sud-Coréens et d'autres, qui payent assez cher la protection que les États-Unis leur accordent, pourraient se dire que cette protection ne vaut peut-être pas le prix qu'ils y mettent. Trump a annoncé la reprise des essais nucléaires par les États-Unis. Un traité d'interdiction totale des essais nucléaires a été signé dans les années 90. Les États-Unis n'ont pas voulu le ratifier, mais il n'y aurait pas eu de majorité pour le faire en tous les cas. Mais il n'est pas certain que ceci soit vu d'un effet dramatique par les Chinois, parce que les États-Unis vont s'attirer la critique pour cette reprise des essais nucléaires. La Chine va dire, voyez, nous on est un pays plutôt modéré, plutôt stable. Et en tous les cas, les Chinois n'ont aucune envie de suivre les États-Unis dans la course aux armements. Ils dépensent qu'un tiers des dépenses militaires américaines. Ils ont retenu de la chute de l'URSS qu'à vouloir suivre de façon aveugle la course aux armements lancée par les États-Unis, il y avait plus que de risques que d'avantages à concourir. La Chine a de toute façon besoin de l'accès au marché américain pour son économie. Il y a un ralentissement relatif de l'économie chinoise, mais en même temps, il n'est pas question pour la Chine de céder. Il n'a jamais été question pour la Chine de céder. Et on voit que par rapport aux autres pays qui ont cédé aux États-Unis, la Chine ne cédera pas et que donc elle est traitée de façon différente. Et le fait de ne pas avoir cédé est un succès pour la Chine. Donc un sommet un peu finalement avec des rôles connus, une Chine impassible qui avance sans claironner qu'elle avance, mais qui a besoin d'avoir accès au marché américain pour une économie qui est quand même en moins bonne forme qu'elle ne l'était avant le Covid. Et les États-Unis, triomphalistes, mais dont il n'est pas certain qu'ils aient réellement gagné quelque chose. En fait, malgré les menaces de Trump, il a dû revenir en arrière. Et c'est la Chine qui, en gardant son calme, mais tout en résistant aux pressions de Trump, en montrant qu'elle n'est pas un pays auquel on peut imposer ses volontés, contrairement aux alliés asiatiques de Trump et contrairement aux alliés européens de Trump. Et en fait, c'est en montrant justement qu'elle peut résister aux assauts de Trump qu'elle peut marquer des points, notamment par rapport au Sud global. Alter Radio, 106.1 MHz en FM. André était la Poubréa, qui nous jouait plus, c'est Andrea. Du monde petit qui vient qu'on est, ouais mais saluer, bon soulève, à toutes les choisir l'autre chemin, li pas voyer wash, cache chemin. André sourit très à l'aise, s'ouvre l'aile, Marie-Thérèse. C'est bel plaisir pour André. Il va fumer, il vient poudrer. Il pral prend la rue, c'est pas jouette. La pleine école, la paille paillette. Music.